avant de plonger dans ce thread d'horreur, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Vous le connaissez, NordVPN, c'est le VPN incontournable, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il possède aussi une fonction anti-menace qui reste active même sans connexion VPN active. Fini les sites web malveillants qui font du vilain phishing. Adieu les trackers web qui connectent nos données de navigation à des fins commerciales. Et bye bye les satanées publicités intrusives. Cet été, vous allez vraiment pouvoir vous sentir en vacances, l'esprit tranquille. Alors cette fonctionnalité, vous y aurez accès dans le pack essentiel qui contient aussi tous les avantages du VPN le plus sûr et le plus rapide du marché, c'est-à-dire un chiffrement de toute votre activité en ligne pour plus de confidentialité, un changement d'emplacement virtuel pour profiter de contenu géobloqué, une politique no log avec aucun registre d'activité des utilisateurs et cerise sur le gâteau jusqu'à 10 appareils en simultané avec un seul abonnement, donc téléphone, ordi, tablette, y compris sur Apple TV et même Android TV. Bref, soyez tranquille cet été, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour télécharger NordVPN et vous aurez 4 mois d'abonnement offert supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Sachez que c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours et que vous avez une assistance client dispo 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci à NordVPN pour la sponsor, on peut maintenant se plonger dans cette terrible histoire. Robert Hansen est un homme marié, bien sous tout rapport, et qui a réussi dans cette ville où le crime prédomine. Il a d'ailleurs lancé sa propre boulangerie et régale tous les habitants en quête de réconfort. Bref, personne ne le soupçonnerait de quoi que ce soit. Mais à la base, Robert, il vient pas d'ici. Et s'il est venu jusqu'en Alaska, c'est pour refaire sa vie après un passé compliqué. Il naît le 15 février 1939 dans l'Iowa, à des milliers de kilomètres de là. Son enfance a rien de tendre, son père, un immigrant danois, est extrêmement strict avec lui. Le moindre écart est sanctionné, parfois très violemment. Une simple mauvaise note à l'école peut donc se transformer en véritable calvaire pour Robert. Même le simple fait d'écrire de la main gauche dérange son père qui n'hésite pas à le gifler pour qu'il devienne droitier. Et quand il a pas la tête dans les cours, Robert est forcé de venir travailler à la boulangerie familiale. Et là aussi, son père est extrêmement strict. Il tolère pas la moindre erreur et répète régulièrement à son fils que c'est un bon à rien alors que Robert fait de son mieux. Et là où certains enfants voient l'école comme une bouffée d'air quand c'est la cata à la maison, c'est pas le cas pour Robert. Il est petit, maigre, il bégaye un peu et les autres en profitent pour faire de lui la risée de l'école. Partout où il est, Robert se sent mal et exclu. Et évidemment, ça s'arrange pas quand il passe au lycée en 1954. Il a des gros problèmes d'acné, ce qui empire son harcèlement, et il a beau rêver d'avoir ses toutes premières amourettes comme tous les garçons de son âge, il n'en sera rien puisque toutes les filles qui lui plaisent se moquent de lui. Robert rêvait juste d'être un ado comme les autres, d'avoir simplement un groupe d'amis, mais au lieu de ça, il aura juste cette frustration en lui qui s'arrêtera jamais de grandir, jusqu'à ce qu'il finisse même par avoir des idées très sombres. Robert fait de plus en plus de rêves où il se met à faire du mal à tous ceux qu'il rejette. Déjà à tous ses camarades, mais surtout aux filles. Plus il avance dans son adolescence et dans ses années lycée, et plus ses rêves se multiplient. Sa seule bouffée d'air frais, c'est quand il a un peu de temps libre et qu'il part en pleine nature. Il y passe des heures, souvent seul, en pleine forêt et loin des moqueries. Alors il se met peu à peu à explorer des hobbies qui lui permettent de passer encore plus de temps ici. Il va s'initier notamment au tir à l'arc, à la pêche et à la chasse. Et quand il réussit un tir précis avec son arc, il est pas particulièrement fier de sa performance. Il saute pas sur place pour dire qu'il est le meilleur, qu'il est trop fort, non. Il est juste étonné de voir qu'un tir si puissant sur une cible ne fait quasiment aucun bruit. À sa sortie du lycée, Robert découvre que son nom est mal orthographié sur sa photo de fin d'année. C'est anodin, mais pour lui, c'est encore le signe que rien ni personne ne lui porte attention. Lui que tout le monde rejette, même son nom est bafoué. En 1957, il a 18 ans et il prend une décision drastique, rejoindre l'armée pour fuir cette vie qu'il déteste. Et c'est une excellente idée puisque ça va lui réussir. Il passe tous les tests de sélection, il devient réserviste pendant plus d'1 an, puis il devient instructeur des nouvelles recrues. En parallèle, il s'inscrit en tant que pompier volontaire dans sa ville et il fait la rencontre de celle qui deviendra sa femme, Phoebe Paget. Bref, sa vie semble avoir fait un véritable 180. Lui qui était rejeté de tout le monde, le voilà instructeur dans l'armée, marié et bien intégré dans sa communauté. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle fait que commencer, puisque malgré tout ça, au fond de lui, Robert, sans une haine, continuait à grandir. Toute cette frustration et injustice qu'il a accumulée durant son enfance continue de le hanter. Et comme pour défier l'autorité, il développe une obsession de faire le mal sans jamais se faire attraper. Par exemple, il s'amuse à mettre le feu à quelques endroits dans la région, et il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait même volé de la dynamite pour faire exploser un tracteur. Et à ce moment-là, son plaisir à chaque fois, c'est pas vraiment de faire le mal, c'est juste de voir qu'il s'en sort sans conséquence. Et tout ça là, ça va marquer le début d'une longue descente aux enfers. Quelques mois plus tard, en 1960, il décide de passer à l'étape supérieure. Il veut mettre le feu au dépôt de bus scolaire de son ancien lycée, histoire de se venger de tout ce qu'il a subi là-bas pendant ces nombreuses années. Il arrive à convaincre un complice, un apprenti boulanger qui bosse dans la boulangerie de son père, et le 7 décembre à la tombée de la nuit, ils foncent tous les deux vers l'école. Ils déversent un bidon d'essence entre chaque bus et ils allument le feu. En un claquement de doigts, tout le dépôt s'embrase. La station de pompiers où il est volontaire vient de l'appeler et il doit à tout prix venir éteindre un incendie qui s'est déclaré. Oui, Robert est en route vers son propre crime pour éteindre les flammes qu'il a lui-même allumées. Au total, 7 bus seront complètement décimés et un chauffeur qui prenait sa pause dans le coin sera blessé en essayant de sauver ce qu'il pouvait. Cet incendie volontaire, c'est un choc dans la ville. Les habitants comprennent pas qui a pu être capable d'un truc aussi stupide et qui pénalise tous les enfants du quartier. Et face à la pression, le complice de Robert finit par tout avouer et au passage le dénonce. La police finit donc par arrêter Robert que personne ne soupçonnait. Lui qui était si bien intégré et qui avait même participé
participé à l'extinction de l'incendie. Comment a-t-il pu en arriver là? Le choc est tel que la justice se montre dure et le condamne à 3 ans de prison ferme. Robert est donc de nouveau seul et cette fois entre 4 murs. Mais ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est pas l'acte en lui-même, c'est la raison que Robert donnera à l'un de ses codétenus. Il lui explique qu'il a pas fait ça pour venger qui que ce soit, même pas lui-même. S'il a mis le feu à tous ses véhicules, c'est encore une fois pour voir s'il pouvait y arriver sans se faire prendre. Pendant son séjour en prison, Robert est exemplaire et il ressort de là seulement 20 mois après son incarcération. Il se fait désormais tout petit, il retourne bosser auprès de son père et il suit des formations de pâtissier quand il a un peu de temps libre. Il fait également la rencontre d'une nouvelle femme, Darla, avec qui il se marie une nouvelle fois très rapidement. Comme il refuse qu'elle subisse sa réputation ici, qui est très mauvaise depuis l'incendie criminel, il lui propose de partir vivre ensemble le plus loin possible de l'Iowa. Et quoi de mieux pour ça que d'aller à Anchorage, en Alaska. Anchorage, c'est un peu le Far West version neige. À cette époque, les États-Unis font construire un énorme pipeline dans la région et ça attire beaucoup d'argent et surtout d'ouvriers très bien payés puisque les conditions de travail y sont particulièrement rudes. Et comme on est un peu loin de tout, faut bien motiver les gens à venir jusqu'ici. Tous ces ouvriers loin de chez eux ont donc pas mal d'argent à dépenser et surtout ils ont besoin de décompresser. La ville attire donc pas mal de criminels, de trafiquants de drogue et de proxénètes qui profitent de la situation. C'est donc dans ce contexte que Robert et Darla débarquent ici à des milliers de kilomètres de l'Iowa et de la réputation de Robert. Ici, il peut tout recommencer à nouveau et espérer une vie un peu plus tranquille. En arrivant, ils achètent ensemble une petite maison et Robert lance sa propre boulangerie qui va avoir un très grand succès. Dans la foulée, le couple va aussi accueillir 2 enfants dans leur vie. Bref, ce nouveau départ semble être une belle réussite et tout semble aller pour le mieux, d'autant plus que Robert a pu renouer avec sa passion ultime, la chasse. Il part régulièrement seul dans la nature, loin de la civilisation et ça donne à ce qu'il aime le plus au monde. Et Robert a un sacré niveau au point où il pulvérise plusieurs records du monde de tir à l'arc. C'est lui qui a le record du plus gros bouc abattu à coups de flèche, du second plus gros caribou aussi abattu à coups de flèche. Bref, c'est un chasseur né et il passe tout son temps libre à aller tuer des proies. Mais malgré cette nouvelle vie, les démons de Robert vont encore une fois très vite le rattraper. En 1971, il se met à suivre une femme dans la rue, une secrétaire qui lui a tapé dans l'œil. Plutôt que d'entamer un dialogue, Robert décide de la suivre discrètement jusqu'à chez elle. En la voyant rentrer, il décide de sonner chez elle et de lui demander s'il peut passer un coup de fil avec son téléphone fixe. La femme accepte, Robert rentre et fait semblant de passer un appel devant elle avant de lui demander si elle veut bien dîner avec lui ce soir. Choquée, la secrétaire lui dit de dégager et de plus jamais revenir ici. Sauf qu'une semaine plus tard, Robert revient encore une fois chez elle. Cette fois, il campe devant sa porte et il attend qu'elle sorte pour aller au travail. Et alors qu'elle franchit la porte, Robert surgit, braque un revolver contre sa tempe et lui ordonne de ne surtout pas crier. Il lui dit qu'au moindre écart, il n'hésitera surtout pas à lui éclater la cervelle. Mais prise de panique, la femme hurle instinctivement avant de prendre la fuite et Robert, qui s'attendait pas du tout à ça, s'échappe à son tour. Quelques minutes plus tard, des sirènes de police retentissent, alertés par des voisins qui ont vu toute la scène. Robert est interpellé quelques rues plus loin pendant que d'autres officiers prennent la déposition de sa victime. Lui qui avait réussi sa nouvelle vie vient d'à nouveau tout détruire. Il repasse donc devant un juge en 1972, cette fois pour agression et tentative d'enlèvement avec une arme à feu, et il est condamné à 5 ans de prison ferme. D'ailleurs, le docteur qui est affecté sur le dossier se contentera de dire que Robert est un homme extrêmement dangereux, incapable de contrôler ses émotions et que tout ça ressurgira à nouveau tôt ou tard. Et même si la cour ordonne qu'il suive un traitement au lithium pour calmer ses symptômes, le docteur est formel. Ça supprimera certes les symptômes, mais ça ne les guérira jamais. Robert retourne donc derrière les barreaux, reçoit son traitement au lithium, mais là encore, comme il joue au prisonnier modèle, il a une remise de peine qui lui permet de sortir à la fin de l'année 1973 seulement. Cette fois, à peine en liberté, il arrête son traitement et il réalise qu'il a encore une fois réussi à s'en tirer. Et c'est là que Robert va basculer dans quelque chose de bien plus sombre et continuer sa longue descente aux enfers. On sait qu'à cette période, il se met à fréquenter des prostituées. Il leur propose généralement beaucoup d'argent avant de sécuriser un rendez-vous et surtout, il fait tout pour les mettre en confiance. Parce que si Robert a l'air d'un gars normal qui attire pas spécialement la méfiance, en tête, il a des plans bien macabres. À chaque rencontre, il s'invente une nouvelle identité. Parfois, il s'imagine docteur, avocat, photographe et il tente même de se déguiser avec une fausse moustache ou des vêtements prévus pour l'occasion. Il fait ça déjà pour brouiller les pistes et surtout pour pas se faire repérer par des proches. Quand une prostituée finit par être en confiance, elle accepte de le suivre dans sa voiture et de là, il l'emmène à l'écart, loin de la ville. Perdu au milieu de nulle part, il sort une arme, la force à coucher avec lui, puis à obéir à tous ses ordres. En fait, il sait pertinemment qu'elles vivent dans un milieu criminel et que donc elles oseront pas parler à la police. Alors certaines, dans la terreur, tentent de se débattre ou de fuir, mais Robert refuse qu'on lui désobéisse. Et malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer avec Annie. Comme toutes les autres avant elle, il lui propose un rendez-vous avant de l'emmener en pleine nature. Là-bas, Robert sort une arme et lui demande de rester tranquille. Sauf qu'elle pousse un cri avant de prendre immédiatement la fuite. Robert réussit à la rattraper, l'attrape par les cheveux et la plaque au sol. Dans la panique, Annie sort un petit couteau qu'elle gardait toujours au fond de son sac et tente de frapper son agresseur. Mais il réussit à la maîtriser et récupère le couteau. Annie l'implore de ne pas lui faire de mal, mais c'est trop tard, le monstre a déjà pris sa décision. Et malgré les cris de détresse, Robert poignarde la jeune fille à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle n'émette plus le moindre son. Presque instinctivement, Robert récupère sur elle son collier, ainsi que les quelques centaines de dollars qu'il lui avait donnés quelques heures